messieurs, bonsoir, bienvenue. Nelson Mandela continue de faire l'actualité et c'est ainsi qu'on se rend compte des valeurs d'un homme, bien entendu, qui ne peut pas passer inaperçu. Et ce sera comme ça dans le temps. En dehors de cette actualité, on a les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Et d'un côté comme de l'autre, on a des bananiers, des cocotiers, des sapins qui prennent les colorations et décorations des fêtes de fin d'année. Et dans ce studio, on est dans cette atmosphère et émouvance. Honorine, bonsoir. Bonsoir Clarence, c'est comment vous à la maison? En tout cas, nous ici, on est trop ravis de vous retrouver ce soir. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, Honorine. Joyeux Noël, Clarence. Et après Honorine, on a Joe. Bonsoir Clarence et bonsoir tout le monde. Joyeux Noël également. Bonne année. Bonne année, joyeux Noël et tout ça. Et moi, je veux également te suivre Clarence et avoir une pensée pour le géant, l'icône, le monument de la lutte pour le droit de la personne noire, mais également de la lutte pour la personne humaine, les droits de la personne humaine, Nelson Mandela. C'est pratiquement une semaine qui lui est dédiée. Et voilà, toutes mes pensées vont vers l'Afrique du Sud, toutes mes pensées vont vers ce rapport, toutes les personnes qui sont dans ce concert. Dommage à ce grand homme. Oui, ouais. Donc c'est une inspiration, une source d'inspiration, disons-le comme ça. Et de l'autre côté, on a Pamola. Et Pamola, c'est un bon viveur. On l'appelle souvent président. Il ne prévoit souvent rien. Oh, mais regardez, je salue tous ceux qui sont en train de me regarder en ce moment. Pamola, hala, mengbe moni ngandak. Même bon dépense, hala, ngandak. Je dépense pour les fêtes, je n'ai pas besoin de faire les prévisions. Voilà. Et donc on retient, et ça permet d'annoncer le sujet. Notre sujet porte justement sur le budget qu'on élabore pour préparer les fêtes d'année, les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous élaborez un budget pour cela ou alors vous faites partie de ceux qui attendent promptement et se disent je dépense comme ça à tout va, je n'élabore aucun budget. On en parle tout à l'heure. Petit jingle pour parler de notre invité. Notre invitée est en fait une invitée. Elle fait partie des pionnières de la lutte pour la liberté de la presse au Cameroun. Ses collaborateurs la trouvent très libertine, des fois, donc dans son expression et dans son langage. On va suivre cet élément pour en savoir plus. Affectueusement, on l'appelle Mapo. Pauline Poincier-Maninga est, comme on l'a décrit, une justicière sociale. La journaliste, éditorialiste et chroniqueuse a fait ses armes au début des années 90. Pourtant, rien ne laissait présager qu'elle ferait une carrière de journaliste. Mais toute petite, Pauline Poincier-Maninga avait une inclination à rapporter, informer. Pour avoir tous les détails du dernier fait du quartier, il suffisait de lui poser la question. Mais au-delà de ce talent inné, son anatomie de mannequin l'a conduite à être hôtesse d'accueil. Cependant, les violences et harcèlements dont elle sera victime l'amèneront à rebuter une carrière dans ce domaine. C'est la poésie qui la guidera au journalisme. L'un de ses cousins, ayant découvert ce talent, soutirera l'un de ses poèmes et le fera publier dans Challenge Hebdo. Le directeur de publication, Benjamin Zébazé, décèlera en elle une bonne plume et l'invitera à écrire pour son journal. Elle s'illustrera donc par son ton et sa véhémence. Aux grands mots, les grands remèdes, comme elle le dit, dans les années de lutte pour la liberté des droits ou la liberté de la presse, le ton devait être dur. Pauline, par son style acerbe, s'était démarquée. Elle était perçue comme l'unique fille d'une grande famille. C'était un prestige de la voir. Aujourd'hui, elle pense avoir baissé d'un cran à cause de l'environnement sociopolitique. Pauline Poincier-Maninga est conseillère spéciale du directeur de publication du journal Le Jour pour le littoral et le sud-ouest. Elle est très attachée aux valeurs religieuses. Pauline Poincier, c'est comment? Mais on est là. Quand on pose la question, c'est comment, l'invité doit répondre, on est là. Voilà.
c'est comment on est là. Ah, ça a marché très bien. Alors, vous êtes une journaliste reconnue pour sa liberté de ton. D'ailleurs, vos collaborateurs, comme on le disait, trouvent que votre langage frise carrément le libertinage. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je dis, il ne faut pas que les gens jouent au petit sein. Ce n'est pas du libertinage. En fait, c'est ce qu'on appelle en écriture la poésie littéraire. Ça veut dire que, je me souviens encore, parce que tout à l'heure, on me disait cela, quelqu'un qui a beaucoup apprécié ma chronique et pourtant qui a vraiment des valeurs très carrées, me rappelait la chronique que j'ai faite il y a 3 jours, où je dis, Madame Madame la ministre, c'est le string que tu veux voir. Pourquoi? Parce que, bon, en même temps, je me moque un peu du string, et puisque tout le monde sait que le string se porte bien sur un derrière. Et j'ai demandé pourquoi elle a tendance à aller refouiller dans le derrière des filles. Est-ce que c'est le sien, son propre derrière qu'elle veut garder sur son fauteuil? Donc c'est mon style, et c'est un style littéraire reconnu, donc ça n'a rien à voir avec un quelconque libertinage. Mais je présume, puisque j'imagine qu'il a parlé ainsi, que bon, lui, je crois même qu'on ne va plus l'appeler Maître Théo, mais je pense qu'on va commencer à l'appeler Pasteur Théo. Pourquoi? Il est très conservateur? Il est assez... disons que quand ça lui arrive d'être assez rigoureux, parce qu'ils aiment bien quand c'est eux qui dérangent à la rédaction avec certains termes, mais quand ça vient de moi qui suis l'aîné, je crois que quelque part ça les gêne un peu. Et moi j'estime que c'est ça qui permet de sonner la fin de la récréation aussi parfois. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas me bousculer avec des mots qui choquent. Oui, vous dites que vous préparez un roman qui s'intitule pour le moment L'orphelin d'Edenville. Alors quel thème est-ce que vous y abordez? Je ne prépare pas, mon roman est déjà fait. Oui. Mon roman est prêt, je l'ai amené à Paris en 2004 pour le protéger. Mais le problème, bon déjà vous parliez du thème, je ne sais pas si ça vaut la peine de parler du thème. Est-ce que vous êtes aussi véhément que dans votre écriture habituelle? C'est un roman qui parle d'un père ambitieux, une fille très belle, un père ambitieux, et de l'autre côté, un garçon hyper intelligent, mais qui n'a plus de père. Donc, il y a l'amour entre les deux jeunes, mais le père ambitieux était amoureux de la veuve, c'est-à-dire du père de la femme dont le fils est amoureux de sa fille. Donc, il en veut à double titre à ce garçon qui a le malheur d'être pauvre et qui a le malheur d'être le fils de l'une des femmes qu'il a aimé le plus et qui lui a dit non. Une des rares qui a pu lui dire non. Dans le social qui est dépeint. Il y a ça, il y a de l'argent, il y a des voyages, il y a beaucoup de choses, des remaniements ministériels où il y a des entrées dans le gouvernement. Ah, vous ne pouviez vous en empêcher. Hein? Je me disais bien. Il y a même des gens qui deviennent présidents. Je peux déjà vous donner un scoop. C'est que dans mon roman, à moi, le président Biya devient président de la République. Parce que j'ai situé mon roman au temps où c'est encore le président Aïdjo qui est aux affaires. Le buzz commence autour. Voilà, mais Dieu merci pour ceux qui disent que j'ai un ton un peu dur. Mon roman se situe en 1988, c'est-à-dire que M. Biya n'est pas encore confronté à la démocratie que parfois j'ai l'occasion de décrier. Quand c'est mené à sa manière, parfois, oui. Et justement, dans ce combat-là, on remarque, et vous le dites, vous pensiez à un certain moment que vos amis vont peut-être se délier de vous parce que vous aviez un ton très dur à l'endroit du gouvernement, sachant que ces amis-là étaient très proches du gouvernement. Finalement, comment c'est fait plus particulièrement, oui. Non, disons que j'ai eu peur. C'était méconnaître la force d'une amitié parfois. Donc, j'étais amie avec des enfants de généraux, de 2 généraux même. J'étais amie avec des neveux, les enfants des frères du président de la République. J'habitais moi-même à la présidence, d'où j'ai dû partir pour aller avoir mon petit appartement. Et plus tard, je suis venue vivre à Douala. Donc, j'habitais à la présidence chez le pilote personnel du chef de l'État, qui a aussi été le pilote personnel de l'ancien chef d'État. Et j'étais là, bon, mais on connaissait déjà ma liberté de ton. Dans la famille, je disais ce que je pense alors que je n'habitais pas chez moi. Je pouvais même interdire dans cette maison aux ayants droit de faire certaines choses, ce qui était suivi. Donc c'est Dieu qui a fait ça. Donc c'était ma deuxième famille. C'est jusqu'à présent, même comme le colonel Zé, paix à son âme et son épouse sont morts, mais ça reste ma famille. Leurs enfants et moi, on est toujours pareil.
Mais est-ce que vous n'avez pas eu peur à un certain moment pour votre vie? Non, je n'ai pas eu peur parce que quand on était engagé dans cette lutte, il y avait des gens comme Mandela qui, dans l'arrestation et le maintien en prison, nous donnaient des ailes. Ça veut dire nous-mêmes, on cherchait peut-être à se faire arrêter. Oui. Quand moi, je voyais Njaweki... Pour être célèbre, peut-être. Voilà, il y avait ça. Aujourd'hui, on n'a plus de modèles. Et puis, on avait eu des gens comme les Frunzi qui étaient là. Au début, on se disait qu'ils sont costauds, ils sont d'autres Oumniobe ou des trucs. Moi, c'est des Oumniobe et des choses comme ça, je n'avais pas connu. Donc, j'en entendais parler et je me disais, je vis une grande aventure. Mon rêve à l'époque, c'était qu'on m'arrêta et que je devienne moi-même aussi une icône de la liberté de la presse. C'était un peu Quand ça. même. Bon, Voilà. Oui, alors moi, ma question, alors, je vous écoutais un peu dans les couloirs et je me suis rendu compte que vous êtes alors cute, gentille, alors attachante. Et je me demande, mais comment est-ce qu'une femme comme ça trouve la force pour mener les combats que vous avez menés? Disons que il y a des situations. Moi, personnellement, je ne vais pas raconter toute ma vie ici, mais je dis, sur le plan humain, le président de la République, Biya, m'a démontré à 2 ou 3 reprises de façon personnelle qu'il est un homme de cœur. Mais quand on se retrouve dans un engrenage, moi j'ai fait mes premiers pas professionnels à la présidence. Donc d'abord à la Socatur, où j'étais hôtesse, dans les hôtesses de tourisme. Et ensuite à la Société nationale des hydrocarbures, où j'étais toujours hôtesse d'accueil. Bon, on s'occupait d'aller chercher des gens à l'aéroport, de les loger, d'aller distribuer aux personnalités du Cameroun leurs colis de fin d'année. Donc, des choses comme ça. Ça rentrait jusque-là dans mon élément. Mais il intervient parfois que dans certaines sociétés de ce genre, on veut savoir de qui vous êtes l'enfant. On veut savoir d'où vous venez, qui vous a fait entrer et tout. Moi, j'habitais à la présidence, ça a fait peur à plus d'une personne. Parce que le midi, parfois, on venait me chercher pour mon repas. Et parfois, certaines personnes avec qui je travaillais me déposaient chez le colonel. Et les gens ont commencé un peu à paniquer. Je crois qu'on a dû faire peur à mon directeur général, paix à son âme, M. Assoumou, qui voulait bien me recevoir, mais après, il ne voulait plus me recevoir. Je ne sais pas. Donc, vous pensez que vous avez bénéficié quand même de certaines largesses vis-à-vis de votre statut? Non, mais quand je suis allée à la SNH, personne ne me connaissait. J'avais fait un concours. Je vous dis bien qu'il y a eu un concours qui était lancé. Oui. J'ai été prise dans ce concours comme quelqu'un qui a bien travaillé. Au moment où je suis au courant, même que j'ai été reçue à ce concours, je suis au Nord Cameroun, à Maroua, où je travaille comme hôtesse de tourisme pour la Socatur. C'est ma sœur aînée, Rita, qui voit ça dans Cameroun Tribune, où on dit que si je ne prends pas mon poste, je serai considérée comme démissionnaire. Étant donné que j'étais mal à l'aise à Maroua parce qu'on ne respectait pas les termes du travail comme au départ, j'ai donc démissionné de la Socatur pour venir rejoindre mon poste à la SNH. Et j'entre donc maintenant à la SNH. Mais au moment de la confirmation, se pose le problème de tu es l'office de qui tu es. Bon, il paraît qu'ils ont un nouveau système où on veut savoir à qui on gratte le dos pour gratter aussi le dos demain à l'enfant. C'est tellement bien dit. Voilà, donc c'était ça. Et il se fait qu'à l'époque, mon oncle à moi était secrétaire général du ministère des Mines. Je parle du professeur Joseph Mbouy. On m'a demandé de dire le nom d'un grand. Bon, j'ai dit que je suis la nièce de Joseph Mbouy. Mais même est-ce que vous devriez le dire sur un plateau de télévision? Je ne peux pas le dire. Pourquoi? C'est la réalité. Vous m'avez demandé, tu es libre, non? Vous m'avez demandé de dire ce qui m'amène à la révolte. Ça veut dire qu'on me demande un nom, une adresse. Je donne un nom, une adresse. Mais malgré cela, ce n'est pas ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas si mon oncle les a vus. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il leur en a parlé. Je n'en sais rien. Mais n'empêche que je me retrouve en ballottage et ça devient une espèce de chantage sexuel. Il y a certaines personnes qui commencent à me proposer d'être un peu gentil pour qu'on puisse aller parler au DG ou au DRH et tout et tout. Et Amère, c'est partout, hein? Donc je me suis retrouvée dans ce truc où j'étais un tout petit peu intellectuellement à l'étroit, mais je me suis battue et j'ai eu, je vais encore en parler ici, un seul soutien, un soutien très fort. C'était l'actuel ministre Marafa Amidou Yaya, qui était le chef du département dans lequel je travaillais spécialement et qui était là, qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une personne, elle est bien faite, elle est intelligente, elle parle 2 langues, mais qu'est-ce que vous ne lui laissez pas la paix pour qu'elle travaille en paix? J'avais même innové, aller servir du thé dans le bureau des chefs et tout, en toute humilité, et ils appréciaient. Mais ça n'allait pas. Voilà. Pour revenir à ma question, justement, ici on revenait à vos plumes. Vous avez écrit
également écrit 2 recueils de poèmes. 2 ou 3, je ne sais plus trop. Oui, 2 donc ou 3. finalement, vous quittez d'hôtesse aux plumes. Est-ce que vous sentez Non, mieux j'avais dans commencé les l'écriture? plumes, les poèmes étant bébé même. Hein. Oui, étant bébé, puisque moi, mon père était un enseignant. Oui. Donc, j'ai eu la chance d'être de la génération qui ont étudié sous Mamadou et Bineta, le français en Afrique, des choses comme ça. Oui. Et il y avait beaucoup de textes qui étaient en poésie, c'est-à-dire qui se terminaient en poésie et ça me fascinait. Et j'ai aussi eu la chance que pendant mon premier cycle, on a étudié beaucoup du Molière, on a étudié du Beaumarchais, des trucs comme ça. Donc, c'était toujours poétique. Je trouvais très beau qu'on puisse réfléchir entièrement tout en prenant la peine de rimer. Donc une artiste dans l'âme. Voilà, On va donc le dire ça comme m'a ça. plu et je voulais faire la même chose. Bon, Voilà, mais- donc on va regarder cet élément et on reviendra par la suite. Ok. I'm crying now. My father is dying. I'm crying. We are celebrating the life of Mandela. And it's like that is given to us. He has given to us. He died because Anywhere of we him. free to That's why we are like this today. That's why we relating like this. This is the symbol to show that he must rest in peace. Et voilà, Eric Laurent. Nelson Mandela et peut-être des frissons pour Honorine Oui, et oui, vous, oui. Pauline Poincier. Beaucoup de Oui, frissons. vous avez dit Qu'est-ce- qui vous a inspiré Oui. à un moment donné de votre vie. Il a inspiré vos combats. Disons qu'il m'a fait réaliser un rêve. Parce que je me souviens, dans les passeports, mon premier passeport, c'était écrit « valable pour tout pays, sauf pour l'Afrique du Sud ». Et c'est pour ça que je dirais toujours grâce à mon boulot, parce que en tant que journaliste, j'ai eu la chance d'expérimenter le premier vol libre pour l'Afrique du Sud, du Cameroun. Et j'y ai été, voilà, j'ai été sélectionnée comme journaliste. Je me souviens, j'étais avec Denise Epotet, Pius Njawe, Charles Ndongo, Séverin Tchonke, je crois, et quelques-uns vraiment triés sur le volet. Donc, on nous a, je pense que c'était en 94 ou 95, mais je crois que c'est 94. Donc, nous sommes allés en Afrique du Sud. Nous avons eu l'occasion, mais de l'extérieur, de voir la prison où il avait passé 27 ans. Nous avons eu l'occasion d'aller à Cape Town. Nous avons même été chez le maire de Innsbruck, où d'ailleurs j'ai eu l'honneur par Charles Ndongo d'être interviewé pour donner mes impressions. Et en rentrant de là-bas, j'étais encore beaucoup plus enivrée pour continuer Le si vous combat. voulez, voilà. Oui. Donc, malgré le fait qu'il allait être, l'apartheid allait être complètement aboli, bon, malgré le fait que Nelson Mandela était déjà plus ou moins libre, mais pour nous, aller fouler du pied ce sol, je crois que ça reste une des expériences pour moi. Donc, quand Oui. il est mort, je ne l'ai pas pleuré parce que je m'y attendais déjà depuis qu'on avait annoncé la gravité de son état de son santé. état. Oui. Je m'y attendais, mais je voulais seulement voir comment est-ce que serait célébrée sa mort. Et je me rends compte que sa mort célèbre sa vie dans le monde entier et pour moi, il sera éternel. Et Pamola, juste avant de passer à Cathy. Mais Amère, tu parles tellement bien. Je n'ai même pas connu ça. Hein. Mais tellement tu parles bien. Mais calme, tu es marié. Je suis mariée, mais il n'est pas ici. Donc. Mais parce que tu sais, les femmes bien comme vous là, avec la matière grise, vous n'avez pas de mari facilement. Hein, parce que une bonne dictature tellement, Non, une bonne dictature tellement à un niveau que... Non, c'est vrai. Et je suis même un tout petit peu dictature, de la dictature comme la plupart peut-être des filles de mon père. Mais libre, Parce hein. qu'on nous a On peut formés aller avec- dépenser un peu ce soir. Hein. Pamola. On peut dépenser Cet un argent peu ce soir. Oui. Mais pas- je j'ai suis quand même- libre. Hein. J'ai quand même envie que tu épargnes pour Noël. Hein, Ah non, Ça l'argent, lance notre sujet. on Donc, peut Cathy vient dépenser nous parler. ce soir. Hein. non, Dieu- mais si Parce c'est que ma nous, c'est- peau est mariée, j'ai on peut eu la dépenser, chance d'être regardée par un homme extraordinaire lorsque j'avais 18 ans.
Et je me suis mariée lorsque j'en avais 22. Donc, je suis mariée. Bon, mais comme on dit, il y a parfois le caractère qui se forge. J'ai épousé un Français. Voilà, j'ai épousé un Français. Il laisse un peu de liberté. Il laisse s'exprimer la femme, l'être humain qui vit. Comme elle veut alors. Ne l'étouffe pas. Donc, bon, ça peut permettre aussi, ce qui explique qu'il peut être ailleurs et moi ici, parce que à force de donner de la liberté, on dit, bon, mais dans mon pays, je suis une étoile, une icône, j'apporte quelque chose. Qu'est-ce que je peux apporter à la France et qui serve à mon pays? Question importante. On va recevoir donc Cathy pour parler du budget des fêtes de fin d'année. Voilà, les fêtes de fin d'année approchent, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, Cathy va nous parler d'un sujet très, très important pour... elle a le rythme dans la peau et dans la tête, dans son esprit. Toujours. Voilà. Ah oui. Enfin, Cathy, elle se défoule. Cathy danse avec deux mains. Voilà. Allez, Bonsoir, Cathy. Économise-toi pour les fêtes. Hein. Joyeux Noël, Cathy. Merci, Honorine. D'accord. Bonsoir, Diomatrix. Bonsoir, Cathy. C'est comment? On est là. OK. Avec la France. Moi, je te fais la bise. Allez. Madame Pauline Poincier, bonsoir. C'est comment? Bonsoir. On est là. On est là. Pas Mola contre son argent. Ah, voilà. Moi, je n'ai pas fait le budget pour les fêtes. Je ne sais pas si je peux avoir... Bon, en effet, même si ouais, 30 000. Non, ouais. Ah ben, tout le monde était Il faut que ça continue, hein. 30 000 francs, vraiment. Que ça arrive justement. Voilà. Il donne sans compter, pas Mola. Il donne sans compter, donc merci beaucoup. C'est Dieu qui donne. Hein. C'est Dieu qui donne. J'ai fait un budget déjà pour les fêtes. Ah, le budget, c'est à quoi? Ce qui vient, on fait avec. Après, si je vends le terrain, l'argent continue. Et la vie aussi. Ah, Alors, bien Cathy, sûr, beaucoup de Bamileke aiment acheter le terrain maintenant. Ok. on parle du budget. On parle du budget. Certains le préparent. Trouve dans des difficultés financières en début d'année. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, quelques Camerounais rencontrés nous ont dit oui, moi je fais un budget. Nous, on a établi un budget pour les fêtes de fin d'année de l'année 2013. Et puis d'aucuns nous ont dit non, vraiment les moyens ne nous permettent pas, on aimerait bien. Et d'autres ont dit, nous on fait le budget pendant la fête. Si deux amis s'amènent, on saura comment acheter 2 bières. Et puis d'autres disent, non, moi j'ai donné l'argent, j'ai déjà établi le budget, j'ai donné l'argent à madame, elle va j'y créer. Vous allez voir, c'est dans ce reportage. C'est bientôt les fêtes et pour les passer dans de meilleures conditions, certains parents disent avoir prévu un budget à cet effet. J'ai prévu en moyenne 150 000 francs pour les fêtes. On a prévu un budget pour les fêtes dans 2013. Quelques indécis projettent l'établir pendant les fêtes et pour cause, les moyens sont limités et les revenus insuffisants. À moins de 2-3 jours, on essaie de payer quelques cadeaux pour les enfants et puis chercher de quoi on va manger le 24 au 25. Je ne peux pas faire la folie, je n'ai pas de gros moyens. Et d'autres, en fonction de l'épaisseur du porte-monnaie, ont déjà une idée de ce que seront les fêtes en famille. J'ai un petit garçon et une femme peut-être même 20 000 francs pour les fêtes. La nourriture, les vêtements de mon fils, les petits talons à madame et aussi pour prendre les photos. Il est reparti en plusieurs tranches. Il y a d'abord le buffet, il y a les jouets des enfants, les vêtements et tout. Les enfants ont un budget qui est à part, j'ai donné à madame de gérer et la nutrition aussi est à part. Certes, le budget pour les fêtes fait souvent l'objet d'une préparation à l'avance en fonction des moyens dont on dispose, sans toutefois perdre de vue l'hypothèse de quelques imprévus. En gros, voilà. Est-ce qu'on prévoit quelque chose ou pas du tout? Quelques talons pour madame, les vêtements.
et autres, et tout, le buffet et tout ça. Ben, quelquefois, quelque part quand même, c'est bon de prévoir. C'est bon de prévoir, ça permet de limiter les risques de dépenses inutiles. Et je crois que c'est là l'avis de notre économiste que nous avons rencontré. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'adresser à Pamola? Est-ce que vous pensez qu'il faut élaborer un budget? Vous disiez que vous ne le faites pas. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que c'est un risque que vous dépenser sans compter? Après, vous pouvez avoir à être confronté à des difficultés. Angira, quand j'ai l'argent en poche, c'est pour dépenser. Tout ce qui vient, circonstanciellement parlant, on essaye de résoudre. Mais si l'argent finit, la monnaie a mal. Si c'est fini, c'est fini. On boit l'eau, on dort. Mais tant qu'il y a d'argent... Au jour le jour. Oui. Alors, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez prévu? Comme budget, oui. Commençons par Honorine. Pour le moment, rien. Joe? On est dans la même sauce, oui. Bon, je m'adresse à Pauline Poincier. Est-ce que vous avez prévu un budget de votre côté? Moi, je suis un peu spéciale, un peu bizarre. Pour moi, Noël, c'est d'abord la famille. Et ça veut dire ma mère, puisque c'est le seul parent qui me reste aujourd'hui. Je pourrais tout faire pour aller la retrouver, puisqu'elle n'est pas loin, elle a aidé. Si j'ai de l'argent, je mettrai de l'essence, je me déplacerai avec ma voiture et éventuellement avec des choses dans le coffre de la voiture. D'accord. Si je n'ai pas de l'argent, après la messe du 25 décembre ici ou du 24, je peux entrer dans un car à 1000 francs et j'atterris à Idéa, je prends une moto, je vais lui rendre visite, je mange avec elle à 1000 francs. Le car de 1000 francs. Non, ça c'est là. Mais quand elle est top. Mais quand elle est top, pas mon là est là. Non, je peux vous donner une fois l'argent de taxi. Allez, en tout cas, moi, j'aime mon budget. Oui, beaucoup d'argent. Cathy? Oui, Jean-Julien Yukonge est un économiste. Et là, nous lui avons posé la question de savoir s'il faut préalablement élaborer un budget pour les fêtes. On a beaucoup à apprendre par cet extrait. Regardez. Dans toute famille, les parents et les membres de la famille doivent établir un budget. Celui-ci aussi se fait en début d'année ou alors, encore mieux, en fin de l'année précédente. Il est conseillé à toute famille, dans son budget, d'insérer aussi la rubrique fêtes et en particulier fêtes de fin d'année. Dans cette rubrique-là, ils pourront mettre tous ces événements et le pourcentage alloué à cette rubrique ne devrait pas excéder 10% de notre budget parce qu'une grande partie de notre budget est absorbée par les dépenses imprévues telles que les deuils, les funérailles et les maladies pour ceux qui ne sont pas assurés ou qui sont assurés au tiers payant. Voilà pourquoi il est toujours conseillé aux familles de produire un budget et de se baser sur ce budget-là pour pouvoir avancer dans leurs activités au courant de l'année. Voilà qui a dit. Oui, on retient la leçon. Donc moi, je vais acheter, disons-le comme ça, manioc. Ah, mais c'est pas sur le plateau que tu vas faire ton budget. Je peux commencer par ici. Non, mais oui, plus moi j'ai eu mon budget. Si vous permettez, quand même, je voulais spécifier une chose. Pour les salariés, je parle par exemple des entreprises de la presse. Oui. C'est nous qui critiquons les autres, c'est nous qui sommes le regard des autres. Je dis, il faudrait que les patrons dans la presse sachent qu'on n'a pas toutes les réserves sociales dont parlait tout à l'heure l'expert pour dire que les frais de santé sont là ou ceci ou cela. Vous savez qu'on se bat encore pour la convention collective d'application. Donc, oui, on n'a pas le 13e mois, on n'a pas de gratification nécessairement dans les organes de presse. Il faut donc que les patrons essayent de faire en sorte que les salaires des employés tombent à temps. Lorsqu'il y a une fête comme Noël, parce qu'il y a des employés qui ont des parents, des enfants, des voyages, des funérailles ou des choses comme ça. Oui, il ne faut pas que pendant la fin du mois, qu'on vienne vous dire qu'on va vous payer peut-être le 5 janvier pour un salaire de décembre. On essaye même de le faire à l'avance pour permettre à tout un chacun de s'apprêter. Parce que je ne sais pas quel est le journaliste qui vous dira honnêtement là que lui l'a prévu de faire ci. Sauf ne nous posez pas la question. Voilà, sauf ceux qui ont... bon, moi, à la maison, je mange mon poulet le lundi si je veux ou le dimanche si je veux. Alors, ce qui veut donc dire que si le poulet est un signe de richesse extérieure pour le jour de Noël, bon, je ne m'inquiète pas, je ne fais pas de budget.
puis ça fait partie de ma vie. Du quotidien. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que il faut faire attention. On a des grands-mères au village. Votre arrivée dans le coin, vous lui envoyez un peu de pain ou un kilo de maquereau, elle est heureuse, elle a son Noël et ainsi. Il faut qu'on pense que le Noël, c'est une fête sociale. Quand on dit familial, c'est pour les Blancs, là-bas, là où je suis allée me marier. Mais quand on dit familial, ici, chez nous, surtout quand on vous voit passer à la télé, comme vous me faites passer à la télé, vous m'exposez là. Aïe, 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 aïe. Quand on vous voit passer à la télévision, on dit, ah, elle est déjà en haut. Donc, vous ne pouvez pas arriver comme moi à aider, à vous dire que non, vraiment, même si vous descendez de Ben Sekin, comme je vous ai dit, on ne vous croit pas. On va seulement dire, elle est chiche, ma peau est chiche. Vous devriez au moins amener un morceau de savon. Je présente ici, ça doit me créer des problèmes. On doit au moins amener un morceau de savon. Vous savez quelle est l'étendue de ma famille? Mon père et ma mère ne sont pas de la même tribu, mais ils sont de la Sanaga maritime. Donc, quand j'arrive, vous entendez... Batamao, ça c'est ma famille maternelle. Mais Yegao, ça c'est ma famille maternelle. Et tout ça là, concentré, c'est pas évident. Voilà. Sans compter les amis d'enfance. On m'a volé. Okay. Et puisqu'il faut donc offrir tout ça, peut-être un poulet, peut-être du savon et autres, il y a eu des réunions de concertation, il y a eu ce qu'on appelle des entretiens avec les différents opérateurs de différents secteurs, dont la filière gaz, les filières textiles. Et là, on est sûr, à travers cet élément, que les risques de pénurie et d'inflation sur le marché ne vont pas avoir lieu. Du moins, c'est l'avis et la confirmation que nous donne ici le délégué régional du commerce, M. Omba Simon, qu'on regarde. Au jour d'aujourd'hui, nous avons été rassurés d'un fait, c'est que les importations, les approvisionnements, les productions ont été maximisées et la ville de Douala est suffisamment approvisionnée. Et je puis vous rassurer que les fêtes de fin d'année et de nouvel an ne vont pas connaître des situations de pénurie. Les fêtes de fin d'année ne vont pas connaître des situations de hausse illicite des prix. Le budget doit être celui donc des fêtes de fin d'année sans avoir peur qu'il y aura des imprévus. Voilà. Et puis la hausse des prix, les inflations, ça n'aura pas lieu. On va passer les fêtes normalement. On attend la fin. Hein, oui, on attend la fin, mais moi je vais remercier quand même Obama. Je remercie Obama Fashion pour la coupe. Merci au Gâtier Magique. La fête s'annonce belle. Oui. Merci donc à Obama Fashion. Et tout de suite, c'est le mailing avec Michael. Voilà Michael qui est sur ce plateau. Bonsoir Michael. C'est comment Michael? On est là, bonsoir à tous et à toutes, merci. Oui, Joe. C'est comment Michael? Ah, on est là. Je kiffe ton t-shirt. Ah, mon t-shirt, merci. On l'a choisi ensemble. Ah oui. On fait des courses de Noël ensemble. Disons que là, c'est un peu comme mon t-shirt de Noël. Hein. Mais je l'ai mis aujourd'hui parce que je voulais faire plaisir à ceux qui nous regardent. Bonsoir Michael. Bonsoir Maureen. On est là. Et puis bonsoir Papa Mola. Ah, ça va. J'espérais également rentrer dans ses faveurs, dans ses grâces. Je ne comprends pas ta fermeture. Tu as mis ça plutôt pour quoi? C'est un collier. Mais en fermeture alors? Eh oui. Tout à fait. Une chaîne en or. On fait du business. On fait du business. Merci. Voilà. Je connais qui vont m'envier aujourd'hui. J'en connais. Alors, je peux compter? Ah d'accord, faites-le. Voilà, j'espère que ça va finir par ça fait beaucoup, hein. Niveau, hein. Partagé, hein. Alors, super, on est gâtés. Alors, bonsoir à Pauline. Bien entendu, bonsoir Pauline, notre invitée. C'est vrai qu'on est un peu perturbé par les sous qu'on reçoit. Et voilà, donc pas mal de messages nous en recevons sur notre page Facebook. La page Facebook, c'est comment? Eh bien, parlons justement de ce budget-là. Faut-il prévoir? Eh bien, nos internautes, nos téléspectateurs se prononcent sur le sujet. Il y a Christian Dior, Kepdieu, Ngongang, qui dit « J'opte pour le budget car dépenser sans compter ne me permet pas de savoir si j'ai bien fêté ou pas.
Or, avec un budget bien établi, non seulement je ferai des économies, puisque la vie ne s'arrête pas après les fêtes et je serai comblé après. Il pense un peu comme moi. Oui. Prévoir. Mais parce Pamola que moi, n'est pas j'avais- du tout d'accord. Tu peux garder l'argent, tu meurs. Voilà. Si tu meurs avec l'argent en poche, sait-on jamais. Même Alors, ton cadavre va être fâché. Alors, si on prenait le commentaire de Yvan Giomeni qui dit « Ça dépend des moyens de tout un chacun. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent et ne surveillent pas trop leurs dépenses. Mais il y a d'autres pas très nantis qui comptent pas centimes leurs dépenses et ont un budget fixe pour les fêtes. » Oui. Brice Jordi, comme il dit, le Camerounais moyen ne dépense plus sans compter. Au vu de la situation économique de notre pays, tout est désormais calculé. Est-ce que Pamola est de cet avis? Pamola n'est pas Camerounais moyen. Il est en train de calculer quoi? Quand tu calcules, le cercueil te calcule. Hein? Ah bon? Ah oui. Pamola est surtout vendeur de terrain. Nous l'a-t-il signifié? Mais bien sûr. Alors si on termine avec ce Et si vous message... vous amusez, je vous vends même à 4 personnes. D'accord. Alors, le message d'Hervé Camer depuis l'Allemagne qui nous dit « Je dépense en fonction du poids de mon porte-monnaie ou encore de l'événement. Toutefois, il est toujours préférable de prévoir un budget pour un citoyen normal. Pour les fêtes de fin d'année, il faut prévoir un budget car ce ne sont pas les fêtes de la fin de la vie. » ça c'est bien dit. C'est pas la fin de la vie. Oui, ce ne sont pas les fêtes de la fin de la vie. Alors, la fin d'une année annonce le début d'une autre année. N'oublions pas aussi que chacun sait comment est-ce qu'il obtient son argent. Donc, si pour certains, c'est une occasion de faire sortir comme ça entre, une expression familière. Dis-moi, est-ce normal de dépenser sans compter dans une société qui se dit pauvre et endettée? Salut à toute l'équipe de C'est Comment. Bon, Merci, je dois donc poser une question. Hein. Si tu es à la maison et tu as prévu 4 poulets et toute ta famille arrive avec les amis, bonne année, tu fais comment? Tu les regardes comme le combat. Vous partagez ce que vous avez. Mais si c'est fini, l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas faire la fête si de Noël fini? dans notre contexte en disant qu'on est juste en famille. Il faut prévoir, c'est une fête si sociale. la nourriture finit, il faut prévoir l'alcool. Hein. Moi, je me Il faut même souviens... aller faire un prêt chez le boutiquier à côté. Chez Aïe. Alors là, c'est très Je grave. me souviens que pendant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël, et y inclut aussi le jour de l'an, ma mère préparait toujours un peu plus. Et on avait droit, ce jour-là, il y avait du poulet, il y avait du porc à la sauce tomate qu'on appelait grossièrement rôti. Il y avait du ndolé qui était alors... grossièrement? Le rôti, puisque plus tard en France, on découvre que le rôti, c'est tout sauf ça. D'accord. Le rôti n'a pas de tomate, le rôti n'a pas de... Le rôti, c'est même un morceau de viande. C'est le nom d'un morceau précis dans le corps d'un animal. Bon, et il y avait du ndolé amer. Les mingouéa. Voilà, il y avait du riz, ce qu'on appelait matora, ça veut dire les pommes de terre. Donc, c'était des choses qui montraient déjà qu'il y a une fête dans cette maison-là. Et il y en avait toujours un peu plus, et pour les voisins, et pour les enfants les plus pauvres du quartier, et même pour nos amis. Et parfois, même, il y avait des échanges de plats entre les enfants des voisins. Voilà, donc, c'était le jour de fête, et tout le monde savait que c'était la fête. La table restait... Et puis, à chaque fois, je voyais que chaque fois qu'il y avait quelqu'un, on lui demandait si il veut manger et s'il peut aller se servir ou bien si on peut le servir. Donc, c'était les jours, si on veut, de grande libéralité. Et de socialisation voilà, aussi. Aujourd'hui, malheureusement, déjà avec les sonneries, c'est limite. Avec les barrières et les gardiens, c'est limite. Ça limite encore. Sans oublier les chiens. Voilà. Avant, un grand qui arrivait au village pendant les vacances de Noël, mais c'est tout le village qui était en haut. Alors, merci Michael. Je vous en prie. À demain Michael. À demain. On sera toujours de la partie. Alors, on va regarder cet élément qui concerne tout le monde. C'est un élément d'une importance capitale. Je vous prie simplement de regarder. Eh oui, les femmes au gros fessier auraient également un quotient intellectuel élevé. Sans sourire, une étude américaine démontre que la taille des fesses aurait un impact sur le système cognitif et immunitaire. L'étude de l'université de Oxford a découvert que les femmes au l'âge postérieur sont plus intelligentes et plus résistantes aux maladies chroniques. Ainsi, les fesses charnues égale niveau de cholestérol bas égale production d'hormones pour métaboliser le sucre
égale moins de risques de diabète ou maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, grosse fesse signifie excès d'oméga 3 et grosse quantité d'acides gras dont on reconnaît les bienfaits sur le développement du cerveau. Donc, femme aux grosses fesses égale gros quotient intellectuel. Il y a vraiment, c'est vérifié ça. il y a vraiment que les Américains peuvent faire des Ça, elle a la nourriture. Université d'Oxford, c'est pas, voilà. c'est pas de ces comment, c'est pas de nous. Pauline Poincier, 30 secondes, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça peut être possible? Bon, moi déjà, je pense que si j'ai été surtout observée de ce côté-là, c'est parce que comme on dit, je suis formée comme une blanche, donc pas de fesses du tout. Oui. Et si je suis bête, vous allez donc me le dire. Tu es bien comme ça. Et je vais dire simplement que j'ai l'impression que le type qui a fait ça a plutôt le cerveau mal tourné. Son cerveau est tourné vers les fesses des femmes. Mais non. Et c'est pour ça que lui trouve que la femme a un derrière intelligent. Parce que je ne sais pas si c'est la femme qui est intelligente ou si c'est son derrière qui est intelligent. Ah, c'est les patates de même chion. Hein. Donc, Voilà. J'allais dire un truc. Oui. On dit que, en fait, le reportage spécifie que les femmes qui auraient un derrière généreux, voilà, seraient potentiellement plus intelligentes. Mais ça ne veut pas dire qu'en si fait, vous voulez me celles permettre qui n'ont pas ce caractère de vous montrer la Pauline Poincier poétique dans ce que redoutait mon camarade dans ce que vous avez dit. Donc, c'est pour dire que cette étude, moi, je dirais en poétisant que cette étude a basé son QI sur le Q des femmes. Voilà. Déjà, ça veut dire qu'il faut déjà être un peu... mal tourné. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Comme ça. Le quotient intellectuel, ça ne se base pas là-dessus. Voilà. Allez, petit Dingal, et bien, Honorine va faire son art. Oui. Et oui. Non, pas trop. Honorine. Merci Clarence. Mon art aujourd'hui tire son inspiration sur le respect et la défense des droits des femmes. Je vais aller en opposition et dire que les hommes également ont des droits qui malheureusement sont bafoués par ces mêmes femmes qui réclament et revendiquent le respect des leurs. Regardez plutôt ces quelques images. Comprendre. On revient. Défense des droits des femmes par-ci, défense des droits des hommes par-là. Au final, nous avons les mêmes émotions, les mêmes sensations et avons tous les mêmes envies de bien-être. Ne faut-il pas plutôt défendre le droit de l'être humain? Alors, juste pour rappeler que la Journée internationale des hommes s'est célébrée le 19 novembre dernier, Pauline Poincier. Je sais que vous êtes très attachée aux valeurs féminines et donc à tout ce qui est défense des droits des femmes. On l'a juste fait pour vous embêter un peu. Esprit mal tourné cette fois, on l'assume. Alors, Joe. Mais c'est incroyable. Hein? SOS, homme battu. Oui. Alors, homme battu. Pour arriver à mon humeur du jour, justement, on parlait de budget, le budget des fêtes. Alors, je ressens le sujet sur le budget. Alors, à mon avis, vivre sur un budget, c'est comme suivre un régime alimentaire. C'est bon pour la santé financière. Le budget est encore plus efficace que le régime lorsqu'il est strict. Ma copine et moi, par exemple, on a inventé un truc extraordinaire qu'on a appelé le régime budgétaire. En fait, elle fait un régime, elle fait 5 heures de sport par jour, elle a 2 repas végétariens pour rentrer dans une robe avant le 24 décembre. Et moi, je suis un budget, je fais 10 heures de jeûne par jour, j'ai qu'un seul repas buratif pour lui payer la robe dans laquelle elle va rentrer. Ouais, c'est très difficile. Tu n'as pas l'argent. J'aime tellement ces filles que je me demande comment est-ce que j'ai fait pour vivre sans budget avant. En réalité, c'est qu'à l'époque, je faisais beaucoup de choses, je dépensais énormément sur les imprévus. Avec mes potes Rodrigue, Giovanni, Baudouin, Miller, Guy et Eric, on avait l'habitude de sortir. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir. Par exemple, on est sorti dernièrement pour célébrer la victoire des Lions, la qualification au Brésil.
Après ce qu'ils nous ont fait en 2010, on ne pouvait pas prévoir qu'ils pouvaient se qualifier. Et après cette victoire-là, nous sommes ressortis une fois de plus, mais cette fois-là parce qu'on avait appris une nouvelle horrible. Les Lions sont dans la même poule que le Brésil. Donc, ça ne fait pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence entre nous qui sommes qualifiés et qui seront dans la même poule que le Brésil et ceux qui ne sont pas partis du tout. Et puis, donc, avec ce genre de vie, je me retrouvais d'habitude à dormir partout, n'importe où, sauf à l'endroit où je devrais, c'est-à-dire chez moi. Et ça se passe en général à la fin du mois parce que je fuis le bailleur. Oui, parce que mon bailleur est de ces bailleurs-là qui n'entendent pas ça. Et c'est généralement également vers la fin du mois que je me souviens que, comme tout le monde, j'ai un compteur à la maison, un compteur d'électricité et d'eau, et que je dois payer des factures. Ouf! Heureusement que j'ai rencontré ma petite amie qui m'a mis rigoureusement au budget. Et maintenant, je budgétise un peu de tout, je prévois, je planifie. Et je me suis quand même rendu compte que ce n'est pas sain du tout d'habiter une maison qui vous coûte pratiquement plus de la moitié de votre revenu. Ce n'est pas sain non plus de générer des dépenses qui représentent plus de la moitié des dépenses imprévues, je veux dire, qui représentent plus de la moitié de votre revenu. C'est pour cela qu'en fait, on a fait donc notre régime budgétaire. Ma petite amie, justement, a fait son régime et moi, je suis sur budget. Comme ça, la robe qu'elle va porter le 24 décembre, ce ne sera pas le 24 décembre 2013, mais ce sera en fait le 24 décembre 2015. C'est une ouais, il est extraordinaire. Rarement, j'ai ressenti autant d'intelligence, autant des choses qui sortent toutes seules. C'est vraiment un cerveau. C'est un cerveau. Bravo. Alors, tu m'as vraiment copié. Tu m'as copié. Quand on peut allier l'humour à l'intelligence et à l'information et à la réalité. Bravo. Il est trop fort. Il est trop fort. Presque fini, Pauline Poissy. Et ça, il s'agit maintenant de notre interview. Et il s'agit de l'interview justificative. Vous allez nous dire en 10 secondes à chaque fois pourquoi est-ce que vous l'avez dit ou pourquoi est-ce que vous l'avez fait. Alors, vous avez côtoyé Marafa et d'autres hauts commis de l'État avant d'être journaliste, d'où un avantage sur les autres journalistes. L'avantage que les autres n'avaient pas, vous l'avez dit, pourquoi? L'avantage que j'avais, c'est que lorsqu'il était secrétaire général à la présidence de la République, bien que étant à Challenge Hebdo, lorsque je passais par là et qu'il y avait eu un remaniement qui le maintenait, j'étais la bienvenue toujours chez lui. Avec Madame Pipo, je buvais des coupes de champagne qui me servaient lui-même sur des plateaux. Oh là là. Alors, 20 février, vous avez tenu tête à un commissaire de police, ce qui vous a coûté 4 heures de garde à vue. Pourquoi vous l'avez fait? 4 heures de garde à vue, c'est trop. On ne met quand même pas en garde à vue l'ami de Madame la Première Dame, comme ça, non. Non, je me demandais bien. Non, disons que le commissaire a essayé d'une manière très gauche d'aborder une femme dont il ignorait qu'elle était une journaliste, et du genre de journaliste qui n'aime pas qu'on use de ses galons pour venir bousculer une femme. Donc, c'était ça. Mais sinon, il s'agissait en fait d'un bel homme. Plus tard, je découvrirai même qu'il était veuf. Donc, ça veut dire qu'il était même libre. Mais je dis, il y a des approches qui ne se font pas. Et ça se passait dans le kiosque à journaux qui me servait encore lieu de bureau en ce moment-là, parce que le journal n'avait pas encore de bureaux à Douala. On voit juste vos paroles. À l'issue des dernières élections, on sait désormais qui est quoi, même si on ne sait pas qui est qui. Vous l'avez dit. Pourquoi? Je l'ai dit dans une chronique, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des intrigues sordides, même à l'intérieur des partis qu'on admire. Ça veut dire qu'on se dit il y a la démocratie au moins ici, mais on se rend compte que c'est là qu'il y a beaucoup de choses. Donc on se retrouve avec des maires, on se retrouve avec des députés, mais on ne sait pas au fond qui va nous représenter et qui est qui, parce qu'on ne sait pas par Dieu seul sait quoi ils sont passés pour pouvoir arriver là. Et après, lorsqu'on commence à se rendre compte qu'il y a des choses pas très propres qui se passent, voilà, on commence à se poser des questions. Alors, on peut applaudir pour notre invitée, c'est la fin de l'émission. On se rend bien compte qu'elle est très sarcastique et donc on ne s'était pas trompé sur l'invité, c'était... Qu'est-ce qu'on dit? Deux invités. Bon, non, je vous amène de manger. D'accord. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain pour une autre édition de C'est comment. Merci Pauline Poissy. Merci à vous. Merci vraiment. Votre télé, si c'est regardant. Calagan, envoie-nous l'argent, s'il te plaît, Calagan. Je suis Barbara Kanam. Tu es pas moi.